Bonsoir et bienvenue à tous à cette conférence publique qui est organisée dans le cadre de la Semaine d'astrophysique française, organisée chaque année par la Société française d'astronomie et astrophysique. Donc, c'est une société d'astronomes professionnels qui chaque année organise une semaine de conférences. Et chaque 3 ans, ces conférences se tiennent à Paris. Donc, c'est l'année parisienne. Et avant de présenter notre orateur de ce soir, je voudrais remercier l'Institut d'astrophysique de Paris pour avoir mis à disposition cet amphithéâtre, donc son directeur, M. Bernardo, et en particulier Mme Bonin et M. Mouette qui aident aussi à reprendre en vidéo cette soirée. Donc, on a l'honneur d'avoir ce soir comme orateur Daniel Rouen. Daniel est directeur de recherche au CNRS, il travaille à l'Observatoire de Paris. Il est membre de l'Académie des sciences depuis 2005. Entre autres, président de la fondation La Main à la Pâte, qui est une fondation de l'Académie des sciences qui s'occupe de la diffusion de la science et de l'astronomie dans les écoles. Ses intérêts sont très variés, milieu interstellaire, noyaux actifs de galaxies, instrumentation infrarouge. Et parmi ces intérêts, il y a les planètes extrasolaires dont il nous parlera ce soir. Donc je le laisse nous raconter l'histoire de ces 1001 exoplanètes. Merci. Merci. Vous m'entendez? Oui. Bien, alors, oui, les 1000 exoplanètes, je ne vais pas les passer toutes en revue, vous vous en doutez bien, surtout qu'il y en a 3600 et quelques. Je vais plutôt aborder leur découverte et les moyens, finalement, de détecter ces exoplanètes. C'était les premières détections dans les années 90. Vous voyez qu'on a un nombre maintenant colossal d'exoplanètes. Et en fait, vous allez voir que c'est à travers pas mal de méthodes différentes. Alors, bon, d'abord, cette idée que notre système planétaire n'est pas unique, c'est une idée ancienne qui remonte au moins déjà à Épicure. Je vois que cette pensée absolument remarquable. Les mondes sont en nombre infini, les uns semblables à celui-ci, les autres dissemblables, car les atomes étant en nombre infini, il n'est rien qui fasse obstacle à l'infinité des mondes, quand même. C'était une pensée absolument superbe. Et puis d'autres, comme Giordano Bruno, par exemple, développaient le même type d'idée. Il entretient sur la pluralité des mondes, qui est beaucoup moins, je dirais, enfin, qui est plus une conversation philosophique de M. de Fontenelle. Alors, de fait, oui, les astronomes, bon, il y a peut-être eu des hauts et des bas, mais ont toujours pensé qu'il devait absolument y avoir d'autres systèmes planétaires autour des autres étoiles. Voilà l'environnement, par exemple, du Soleil, qui est reconstruit à partir des mesures qu'on connaît de position précise des étoiles. Voilà, autour de toutes ces étoiles, on peut dire qu'il était quand même peu probable que, du point de vue ne serait-ce que des probabilités, qu'il n'y ait pas d'autres systèmes planétaires, même si on n'en connaissait pas. Alors, si on regarde juste les statistiques, finalement, il y a à peu près une centaine de milliards d'étoiles dans une galaxie spirale, c'est-à-dire galaxie comme la nôtre un peu plus, c'est au moins 400 milliards. Typiquement, le Soleil se situe à peu près ici dans la nôtre. Donc voici une galaxie qui est très semblable sûrement à la nôtre, et puis il y a dans ce qu'on appelle l'univers observable, c'est-à-dire l'univers accessible à l'observation, il y a aussi 100 milliards de galaxies. Donc vous voyez, si on multiplie 100 milliards par 100 milliards, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup d'étoiles. Notre Soleil serait le seul à avoir des planètes. C'était assez peu probable. Et puis surtout, je pense que les astrophysiciens ont maintenant une description du mécanisme de formation des systèmes planétaires qui commence à être vraiment très solide. Alors, très très brièvement, tout commence avec un immense nuage de gaz, essentiellement d'hydrogène et de l'hélium, et puis, pour 1/100 de la masse, des tout petits grains de poussière minuscules en dessous du micron, qui sont associés à ce gaz. Et puis, ce nuage, sous certaines conditions, il est gigantesque, bien sûr, il va s'effondrer sur lui-même simplement par autogravitation. La gravitation va l'emporter, on va dire, sur les autres forces de turbulence en particulier. Et donc, il va s'effondrer sur lui-même. Et comme finalement tous les objets dans l'univers
il est en rotation, il a ce qu'on appelle du moment angulaire, eh bien, il y a une loi de la physique qui dit que la conservation du moment angulaire, quelque chose de très important, et du coup, on comprend bien que finalement, par rapport à l'axe de rotation, il est plus difficile de faire tomber la matière vers l'axe que comme ça. Et donc, l'écrasement, en fait, va se faire plutôt sous forme d'une galette, qui ressemble un peu à ça. Et puis au centre, bien sûr, l'énorme concentration de masse va se faire, va donner l'étoile, qui va finir par s'allumer, etc. Ça, on ne va pas rentrer dans la physique stellaire. Mais il y a un petit résidu de ce disque, et notamment donc, qui contient du gaz et de la poussière, mais le gaz va finir par se dissiper. Cette poussière, ces tout petits grains vont commencer à se heurter, à se coller les uns aux autres, et puis à grossir un peu plus, à donner des galets. Les galets vont donner des rochers des plus gros systèmes. Alors je ne rentre pas là encore dans trop le détail, on décrit assez bien les phases, et à la fin, on va former des noyaux planétaires solides qui vont, dans certains cas, pour les planètes les plus extérieures, absorber tout le gaz qui est resté dans le disque et donc donner les planètes géantes gazeuses, comme Jupiter et Saturne, bien sûr, et puis aussi Uranus et Neptune, qui ont quand même beaucoup de gaz, et puis les planètes plus intérieures donc, vont donner des planètes solides avec une toute petite atmosphère ténue. Alors, est-ce qu'on a des indices de ce mécanisme, de ce scénario? Bien oui, par exemple, alors ça c'est une image d'artiste, bien sûr, de ce que doit être le disque protoplanétaire à la formation d'une étoile. Et puis on voit en fait des silhouettes se former comme ça sur un fond brillant. Dans une région de formation, là on est dans la région d'Orion, une région de formation d'étoiles, donc les étoiles sont très jeunes, et derrière il y a du gaz qui illumine la région. Alors c'est ce qu'on appelle une région H2. Je ne rentre peut-être pas trop dans le détail, mais cette illumination, on voit bien qu'elle permet du coup à ces disques d'étoiles très jeunes de se silhouetter sur cette émission et donc laisser la trace finalement de ces disques protoplanétaires. Et puis plus récemment, alors l'évolution de ces disques, eh bien, donc je vous l'ai dit, le gaz va être finalement ramassé par ces noyaux solides, pour donner donc en particulier les planètes géantes, mais donc va évider finalement plutôt le centre du disque. Et on observe de fait effectivement des structures, des disques autour d'étoiles. Là, l'étoile a été cachée, où on voit cette accumulation de matière. Et alors en plus, ici, il y a des planètes, j'y reviendrai. Donc voilà, on avait tous ces indices. Alors, donc l'idée, détecter une planète, effectivement, les astronomes y sont depuis pas mal d'années. Mais il faut voir que c'est vraiment quand même une opération très difficile, il faut bien le voir. Alors déjà, si on compare taille et masse des planètes par rapport à une étoile, Jupiter, 1/10 de la taille, donc à peu près, on va dire, 1/1000 de la taille de la masse du Soleil. La Terre, c'est beaucoup moins. La Terre, c'est 1/100 en rayon, donc on va dire de l'ordre de 1/1000 de la masse du Soleil, donc ça donne déjà des ordres de grandeur. On voit que ce sont des vraiment petits objets par rapport aux étoiles. Et puis surtout, le problème du contraste. Si on veut observer directement une exoplanète, ce qui est quand même la première idée à laquelle on pense, on se dit si on veut voir une exoplanète, eh bien le contraste, vous voyez, là on regarde l'émission, finalement la quantité de lumière reçue en fonction de la longueur d'onde du rayonnement. Donc on est dans le domaine visible, c'est à peu près par ici, ça c'est le domaine 10 microns, à peu près, donc l'infrarouge. On voit qu'on a 10 milliards de contrastes entre la planète Terre et puis le Soleil pour un extraterrestre qui observe notre système solaire de loin. C'est un peu mieux dans l'infrarouge, 10 millions, parce que là, ça commence à décroître pour le Soleil et en fait, il y a l'émission propre de la Terre, mais ça reste absolument énorme. Et qui plus est, la planète, eh bien, on s'attend à ce qu'elle soit extrêmement proche de son étoile. Il la fait en proche, j'entends angulairement parlant, bien sûr. Dans notre système, les planètes paraissent lointaines, mais elles sont vues de très loin, extrêmement proches. Et si on regarde par exemple cette étoile, donc ça c'est en gros la tâche que donne au foyer d'un télescope l'image d'une étoile. Ce n'est pas un point parce qu'il y a un certain nombre de perturbateurs, notamment l'atmosphère. Alors on voit un petit compagnon, mais si on veut effectivement considérer une dimension caractéristique d'une orbite, vous voyez, on est plutôt dans le 10e de seconde d'arc, et donc on est complètement noyé à l'intérieur de la tâche donc, de l'étoile. Donc vraiment une très grande difficulté. Alors
généralement, j'essaie de jouer à ce petit jeu. Ici, il y a un beau soleil, vous voyez, une belle étoile, et puis il y a une planète. Alors, est-ce que vous voyez la planète? Là, je crois qu'on la voit très bien, elle est très facile. On voit qu'elle, même. Ah oui, on voit qu'elle. Non, c'est pas drôle. Ça dépend du projecteur. Tout le monde l'a vu, bien sûr. Oui? Oh, quand même, si, vous l'avez vue, elle est là. Bon. Donc, cette planète, malheureusement, elle est 100 000 fois trop brillante. Elle est 100 000 fois trop brillante par rapport à ce qu'elle devrait être, d'une part, et en plus de ça, en réalité, bien entendu, l'étoile qu'on observe, ce n'est pas un objet bien rond ou bien ponctuel, mais il y a énormément de lumière devenant d'étoiles qui va baver partout à cause de tas de phénomènes de diffraction, de diffusion des effets de l'atmosphère, et qui va donc masquer la planète autour de l'étoile. Donc c'est vraiment détecter directement une planète, c'est très 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 difficile. D'accord? Bon, alors c'est pour ça que finalement les astrophysiciens ont songé plutôt à des méthodes indirectes. Alors ils ont beaucoup d'imagination, vous voyez un peu l'arbre des méthodes qui étaient imaginées. Ça c'était encore en 2010, il doit y avoir quelques méthodes nouvelles qui ont dû apparaître depuis. Je ne vais pas détailler toutes ces méthodes proposées, plutôt celles qui ont donné des résultats ou qui vont en donner très très bientôt. Et on va voir ça donc maintenant. Alors juste un rappel quand même. L'astrophysicien, il est un peu particulier par rapport aux autres physiciens. C'est qu'il ne peut pas faire d'expérience sur l'objet de son étude, sur l'univers. À part notre univers très très proche, on va déposer des sondes effectivement sur des planètes, ou on peut envoyer des écho-radars sur des planètes un peu plus lointaines, mais c'est tout. Au-delà, on ne peut plus faire d'expérience. Un physicien, lui, au LHC, ils font des expériences, ils regardent les résultats. Donc, on ne peut que observer. L'astronomie, c'est une science de l'observation passive, il faut bien le dire. Et donc, sa principale source d'information, bien, c'est la lumière. Alors, jusque dans les années 50, c'était effectivement la lumière visible, celle dont on a vraiment l'habitude. Et puis, quand même, depuis, beaucoup de fenêtres se sont ouvertes. Depuis les très hautes énergies, les rayons gamma, ici, jusqu'aux ondes radio, de très, très, très basse énergie. Alors, on utilise un peu tout ça. Il est vrai quand même que pour la découverte des exoplanètes, c'est quand même essentiellement la lumière visible et, disons, proche infrarouge qui est en jeu. Alors, je vais vous décrire un peu, finalement, ces méthodes. Vous voyez que là encore, il y a une grande imagination qui sont toutes, finalement, basées sur une propriété particulière de la lumière, chacune sur une propriété particulière de la lumière. Alors, je ne vais pas détailler tout ça, mais voilà, on va voir la longueur d'onde de la lumière, son intensité lumineuse, la pureté spectrale, la polarisation, qui est le fait que la lumière se décompose en vecteurs, on va dire bien orientés, la déviation par une masse, c'est l'effet de lentille prédit par Einstein, et puis aussi finalement la direction de propagation. On va voir que toutes ces propriétés, chacune a donné finalement une méthode et qui, dans la plupart des cas, a été efficace. Alors, il faut voir aussi, étant donné les contrastes énormes dont je parlais, ça c'est au point de vue visible, mais même en masse ou autre, ou en dimension, explique qu'on a besoin de pousser vraiment les techniques au maximum. Je crois que c'est peut-être certainement un domaine de l'astrophysique où on a eu le plus besoin de faire appel à des technologies vraiment de pointe et à demander d'ailleurs aux industriels vraiment de produire, je dirais, des objets, des instruments extrêmement performants avec bien entendu un gain derrière parce qu'ils acquièrent cette compétence. Donc ça, c'est un des aspects auxquels je tiens. De dire que l'astronomie, ce n'est pas juste la connaissance de l'univers, c'est aussi une façon de faire progresser la technologie de pointe. Alors par exemple, là, c'est l'optique à l'aplatie, par exemple, les peignes de fréquence vont être utilisées, les gigantesques télescopes, comme ici l'Extremely Large Telescope européen, qui est en construction actuellement et qui va faire 39 mètres de diamètre. Alors, propriété numéro 1, la longueur d'onde. La longueur d'onde, on va détecter ce qu'on appelle un décalage Doppler. L'idée étant donc de mesurer la vitesse d'une étoile. Alors, je dis bien d'une étoile, et ça, c'est illustré par, d'abord, quel est ce qu'on appelle le mouvement réflexe. Le mouvement réflexe, si vous regardez ce lanceur de marteau, on voit bien que son bassin
décrit un petit cercle. Le marteau, bien sûr, décrit un très grand cercle, mais son bassin décrit un petit cercle. C'est logique, c'est la conservation, enfin le centre de gravité, le système tourne autour du centre de gravité, et pour une étoile et une planète qui serait unique, eh bien, le centre de gravité n'est pas au centre de l'étoile, mais légèrement décalé. Ce qui fait que l'étoile a un petit mouvement, une toute petite orbite minuscule, enfin minuscule, pas si minuscule que ça. Pour le Soleil, c'est par exemple comme si le Soleil tournait autour d'un axe qui est tangent à sa surface. Et donc, c'est ce mouvement qu'on va chercher à détecter. On va chercher à détecter la vitesse. Et c'est pour ça qu'on va utiliser donc l'effet Doppler. Alors, l'effet Doppler, vous le savez, c'est lorsqu'un mobile émet une onde, eh bien, vers l'observateur qui voit arriver le mobile, l'onde sera plus courte, la longueur d'onde mesurée sera plus courte, donc la lumière, si c'est de la lumière, sera un petit peu plus bleue, et puis pour un observateur qui voit s'éloigner le mobile, eh bien, la lumière sera un petit peu plus rouge, c'est-à-dire que la longueur d'onde sera un peu plus grande. Alors c'est illustré, si vous voulez, par cet effet. Donc on mesure, on est d'accord, la lumière de l'étoile, on ne voit pas la planète à cause du contraste, bien sûr. Et puis, dans le spectre de l'étoile, eh bien, il y a ces raies plus sombres qui simplement témoignent de la présence d'atomes particuliers et qui composent donc l'atmosphère de l'étoile. Eh bien, on va avoir donc ce petit déplacement au fur et à mesure d'un côté ou de l'autre, suivant que l'étoile s'approche ou s'éloigne de l'observateur, ce qu'on appelle l'effet Doppler. Ici, c'est gigantesquement exagéré. L'effet qu'on cherche à mesurer est minuscule. Je vais y revenir. Donc, typiquement, la variation relative de longueur d'onde qu'on va mesurer, vous voyez, c'est 1/10 à peu près, de l'ordre de 1/10, parce que là, j'ai mis des masses de la planète, des petites choses de masse de l'étoile, mais tout ça en unité commode, on va dire, ramené à une masse de Jupiter ou une masse du Soleil. Donc, c'est vraiment très, très petit. Alors, pour être plus précis, la Terre par rapport au Soleil, là encore, si des extraterrestres font des mesures spectroscopiques vers notre système solaire, eh bien, c'est un effet de variation relative de la longueur d'onde de 3 10-10, c'est-à-dire que 3 10 milliardièmes. C'est pas beaucoup, c'est très difficile. Ça, c'est même presque trop difficile. En revanche, la première étoile qui a été détectée par Didier Queloz et Michel Mayor, donc en 1995, la première exoplanète, pardon, bien sûr, vous voyez que la vitesse est nettement plus grande, un facteur 1000, 127 mètres par seconde, qui correspondait à une variation de l'ordre de 4-10-7. C'est quand même pas beaucoup de 4-10-7, on est d'accord, hein, c'est arrête des très 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 petites quantités. Voilà, donc ça c'était la découverte un peu historique de la première planète, je dirais, autour d'une étoile normale, entre guillemets. Bon, depuis, les historiens s'arrachent à savoir quelle était la vraie première planète découverte, mais quand même, c'est celle, disons, qui a le plus marqué. Voilà, en 1995. Alors pour ça, eh bien, il faut un instrument très particulier, complètement spécialisé, ce qu'on appelle un spectrographe échelle croisée. Je ne vous expliquerai pas en détail ce que c'est, mais ça veut dire qu'il est capable de produire une décomposition de la lumière sur un très 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 grand domaine de longueur d'onde, et donc on peut accéder à plein de raies spectrales comme ce que je vous ai présenté tout à l'heure, hein, les raies plus sombres qu'on voit dans la décomposition de la lumière, et parce qu'on a accès à beaucoup de raies, on peut faire une mesure extrêmement précise de ce décalage, même si, bien sûr, à l'œil, on ne verrait absolument jamais le petit mouvement qu'on voyait tout à l'heure de ces raies, mais avec des traitements mathématiques, et puis on a un instrument ultra protégé, isolé de tout, de la température, des vibrations, des variations de pression, enfin bref, un instrument qui peut atteindre effectivement de l'ordre de un peu mieux que le mètre par seconde pour la mesure de la vitesse d'une étoile, hein, qui fait ça. C'est quand même pas beaucoup, hein, c'est quelqu'un qui marche comme ça, hein, c'est quand même assez extraordinaire. Voilà, alors le futur pour ce type de technique, eh bien, ça sera par exemple d'utiliser des peignes de fréquence dont je vous ai parlé, qui est une invention qui avait valu un prix Nobel dans les années 2005, il me semble, voilà, qui permet de faire des mesures ultra précises de la longueur d'onde. Et puis on va voir aussi des très grands télescopes. J'ai parlé de l'Extremely Large Telescope, donc de 39 mètres de diamètre, et donc qui permettra d'avoir encore plus de lumière, donc d'avoir une bien meilleure précision. Et là, vraiment, la détection de Terre sera vraiment, enfin de planètes de type Terre sera vraiment accessible assez couramment.
Deuxième propriété de la lumière, l'intensité lumineuse. Là, on va mesurer des diminutions d'éclat de l'étoile. On ne voit toujours que la lumière de l'étoile, mais lors d'un transit. Alors, un transit, c'est quoi? C'est lorsque la planète passe devant le disque de l'étoile, eh bien pour un observateur lointain, il va voir une petite diminution de l'éclat de l'étoile. Alors, bien sûr, il faut être dans la bonne géométrie, c'est-à-dire être proche du plan orbital, nous observateurs, proches du plan orbital de la planète. Donc ça produit une petite décroissance de la lumière. Je dis bien petite parce que si vous voyez, si on ramenait tout à 1 ici, on n'a varié que de 1,5% le flux de l'étoile. Donc c'est petit, mais c'est quand même mesurable. 1,5%, c'est quand même plus facile que 10-7 que je mentionnais tout à l'heure. C'est plus facile, mais enfin c'est quand même pas si facile que ça. Gros avantage, ça donne le rayon de la planète, puisqu'on a du coup, en faisant le rapport des surfaces, on connaît la surface des étoiles, eh bien, on a le diamètre de la planète, et ça, c'est une information cruciale. Et j'ai oublié de préciser, c'est important, que la méthode précédente, elle donnait la masse de la planète, à peu près, disons. Et donc, quand on a les deux, on a accès à la densité, ce qui est absolument une donnée remarquable. Alors, le transit d'une planète, des ordres de grandeur, typiquement, ça peut durer jusqu'à une trentaine d'heures, on va dire, c'est de l'ordre de l'heure, c'est pas un phénomène fugace, ça ne passe pas à toute vitesse, on a le temps de le voir. La diminution, vous voyez, typiquement entre 0,01% et puis 3% à peu près des ordres de grandeur, ça dépend de l'étoile, ça dépend de la planète, bien sûr. Voilà. Et puis la probabilité d'être pour cette étoile, ce système planétaire-là, dans la bonne situation, c'est-à-dire d'être dans le plan des orbites, eh bien, elle est, on va dire, de l'ordre de 1%. Alors, ça, bien sûr, ça varie suivant les systèmes. Et donc, ça veut dire, dans 99% des cas, on ne risque pas de voir effectivement de planètes passer devant le disque de l'étoile. Alors, je vais vous donner un exemple d'un satellite qu'on avait lancé en 2006, sur lequel j'ai pas mal travaillé, avec d'autres collègues, bien sûr, qui s'appelle CORO, lancé par le CNES. Un projet donc avec une participation aussi européenne. Et l'intérêt d'un satellite, c'est qu'il n'y a pas d'atmosphère et vous maîtrisez absolument tous les phénomènes perturbateurs. Donc vous pouvez faire ce qu'on appelle une photométrie, c'est-à-dire une mesure de la lumière ultra précise. Alors l'idée, bien sûr, puisque statistiquement on a peu de chances de voir le système planétaire, donc c'est de regarder un très grand nombre d'étoiles simultanément. Donc voilà typiquement à quoi ressemblait le champ de Corot. Vous oubliez ces choses-là, c'est des effets, on va dire, de saturation des détecteurs. Et donc, pour chacune de ces étoiles, qui est une drôle de tâche, mais là encore, c'était volontaire, eh bien, on va isoler des pixels et puis mesurer, finalement, la somme de la lumière qu'il y a dans ces pixels, et on le fait sans arrêt. Toutes les 30 secondes, on a une mesure, et ça pendant 6 mois. Donc, ça, c'était le cas, en tout cas, de Corot. Et donc, comment détecte-t-on? Eh bien, on va chercher, finalement, au moins 3 décroissances du flux lumineux de l'étoile. Typiquement, voilà à quoi peut ressembler, alors là c'est synthétique, c'est pas réel, mais peu importe, des décroissances. Et si on en repère au moins 3, bien on se dit qu'il y a une grande chance qu'il y ait une bonne chance qu'il y ait une planète, et on va continuer d'observer. Mais bon, là j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais en fait, dans beaucoup de cas, on peut observer ça et ce n'est pas du tout une planète. Alors les limites, eh bien en gros, c'est, je dirais, ce qu'on appelle fluctuation statistique du nombre de photons, de grains de lumière collectés. Et donc plus en fait une étoile est brillante, eh bien, plus la mesure peut être précise et donc plus elle permet de détecter de petites planètes. Alors Corot, quand même on est assez fiers parce qu'on a détecté avec ce satellite la première planète qu'on a pu considérer comme vraiment solide, disons très analogue à la Terre, une planète on va dire de type terrestre, parce qu'elle avait un tout petit rayon, 1,7 fois rayon de la Terre, alors que jusqu'ici on avait surtout détecté des planètes géantes par les autres méthodes. Et une masse, vous voyez, alors bien sûr c'est nettement plus gros que la Terre, mais ça reste quand même, disons, de même ordre de grandeur. Et vous voyez la décroissance, effectivement, la mesurée, mais oui, c'est pas beaucoup, c'est 0,035%. C'est quand même des mesures qui ne sont pas si faciles que ça, contrairement à ce que je prétendais tout à l'heure. Voilà. Et puis, vous notez une année qui dure seulement 20,5 heures. Je dis bien une année, d'accord ? Donc, autrement dit, la planète est extrêmement proche de son étoile. Du coup, elle est extrêmement chaude. Et on peut montrer qu'en plus de ça, qu'elle présente toujours la même face à son étoile.
Et donc, sur cette face qui voit l'étoile, la température doit être à peu près de 2200 degrés. Et puis de l'autre côté, c'est ultra froid parce que ça rayonne vers l'espace. Donc ça va être plutôt moins 220 degrés. Donc c'est pas terrible pour y habiter. Mais maintenant, on se dit, entre les deux, entre 2200 et moins 220 degrés, il doit y avoir une petite région, pas grande, où il y a une température confortable. Bon, mais il y a à peu près zéro chance qu'il y ait la vie à bord de cette planète, surtout qu'on peut montrer que les gaz vont se condenser sur la partie froide. Voilà, et juste pour vous dire ça aussi, pour montrer que finalement, la densité, je ne suis même pas sûr qu'on grave sur un jour, mais la densité est pratiquement égale à celle de la Terre. Même exactement, donc on a de grandes chances que ce soit des silicates comme sur la Terre qui composent l'essentiel de cette planète. Alors le successeur de Kepler avec cette technique, eh bien, de Corot, excusez-moi, ça a été Kepler. Kepler, c'était nettement plus grand télescope, plus grand champ, plus grande durée d'observation, qui a détecté un très très grand nombre de planètes. Vous voyez, on en est à 2294, on continue d'analyser les données. Et puis le successeur, bien, ça sera Plato. Ça, c'est une mission qui a été décidée par l'Agence spatiale européenne, donc elle est lancement en principe 2023. Bon, ça a probablement glissé un petit peu. C'est un satellite assez original. Vous voyez, ce n'est pas un télescope unique, c'est plein de petits télescopes. L'idée, c'est de pouvoir observer un très très grand champ simultanément, ce qu'on ne peut pas faire avec un grand télescope. On montre les lois de l'optique empêchent ça, si vous voulez. Donc plein de petits télescopes et on accumule, si vous voulez, les images obtenues par chacun de ces petits télescopes. Et du coup, on peut voir des étoiles très brillantes. Et vous vous souvenez que j'ai dit que les étoiles brillantes, ça permet effectivement de détecter des petites planètes des terres. Et Plato va permettre vraiment de rechercher des terres dans ce qu'on appelle la zone habitable, une notion sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Voilà, alors propriété numéro 3, alors là c'est un peu plus subtil, c'est la cohérence de la lumière. Alors la cohérence de la lumière, on peut la décrire comme la pureté spectrale de la lumière. Pour simplifier. Et ça permet de faire de la détection directe. Alors comment ? L'idée d'abord, c'est de masquer au maximum la lumière de l'étoile, de façon à ne pas être ébloui, mais bien sûr sans masquer la lumière de la planète. Or, elles sont très proches l'une de l'autre, donc c'est pas facile. Alors, on va utiliser pour ça ce qu'on appelle un coronographe, qui a été inventé par Bernard Liot, donc astronome à l'Observatoire de Paris dans les années 30. Lui, il voulait observer la couronne du Soleil. Et l'idée, eh bien, tout le monde peut l'avoir. La première idée, j'entends, c'est de mettre un masque sur l'étoile. On met une pastille noire, ça bloque l'essentiel de la lumière de l'étoile, et puis les structures autour, eh bien, que ce soit des planètes ou que ce soit autre chose, une couronne, eh bien, on devrait pouvoir l'avoir. Mais en fait, non. Et là, l'idée forte de Bernard Liot, même si elle paraît très très simple, eh bien, en fait, c'est d'introduire un masque également aussi dans un autre plan, ce qu'on appelle le plan pupille, qui en gros est l'image du miroir ou de la lentille du télescope. Et ce masque-là, lui, va bloquer toute la lumière parasite qui sinon aurait totalement masqué ce qu'on voulait observer. Alors la coronographie moderne, qu'on met en œuvre maintenant sur les grands télescopes, et autour des étoiles, donc bien sûr plus autour du Soleil, elle a pas mal évolué. D'abord, elle va demander d'avoir l'optique la plus parfaite possible. Et pour ça, on va corriger les effets de l'atmosphère. L'atmosphère, si vous voulez, quand l'onde lumineuse qui a voyagé pendant quelques millions d'années dans l'espace tranquillement arrive dans notre atmosphère, bien, elle va être un petit peu tordue, bosselée légèrement, ce n'est pas grand-chose, quelques microns, on va dire, de différence, mais ça suffit à dégrader beaucoup la qualité des images. C'est l'effet, si vous voulez, de l'espèce de frétillement qu'on voit de l'image d'une étoile quand on regarde dans un télescope une étoile avec un fort grossissement. Alors ça correspond à ces ondulations, ça c'est ce qu'on appelle le front d'onde de la lumière, l'onde lumineuse qui arrive sur le télescope et il est tordu. Et donc l'optique adaptative, ça consiste en fait à redresser finalement ce front d'onde en faisant passer la lumière par un miroir qui va exactement produire les déformations opposées à celles qu'on a pu mesurer. Donc on mesure ces déformations et on produit des déformations opposées et du coup on restitue, si vous voulez, un joli front d'onde bien plan et donc une très belle image. C'est le principe, donc je crois qu'il y avait un petit film tout à l'heure, on l'a vu, bon, je le refais passer. C'est très symbolique, on est sous le miroir déformable, les actionneurs ne sont pas, dans la réalité pas vraiment comme ça, on déforme ce miroir et puis l'onde qui était tordue ressort redressée.
Voilà. Et donc ça, c'est une technique notamment mise au point en France dans le début des années 90 et qui marche remarquablement bien. Et puis on va utiliser des très grands télescopes. Plus un télescope est grand, mais plus la qualité d'image qu'il peut donner, c'est-à-dire la finesse des images, la finesse va être grande, donc des images très très petites. On peut atteindre des angles qui vont jusqu'à 10 millionième de radians, c'est pas beaucoup. Et puis enfin, on va utiliser les propriétés de cohérence de l'étoile, j'y vais tout de suite, pour faire des interférences destructives de la lumière de l'étoile. Alors là, je donne un exemple là d'un de ces coronographes qu'on appelle un masque de phase, où la lumière, si vous voulez, on va mettre ici un masque qui est en fait transparent. Ce système, c'est un bloc de verre avec des marches, vous voyez. Les marches sont toutes petites, c'est une fraction de micron, mais c'est complètement transparent. On va dire toute la lumière va passer. Non, parce que ce qui se passe, lorsqu'on va mettre le système étoile-planète exactement au centre pour l'étoile de ce système, la lumière ici va être, on va dire, traitée d'une certaine façon, et la lumière va être éjectée complètement d'un disque à une certaine taille là. La lumière de l'étoile, j'entends bien sûr pas celle de la planète, qui ne voit pas cet effet. Donc il suffit de prendre un masque, de le mettre là, et donc on ne voit en principe plus que la lumière de la planète. Alors bien sûr, il y a toujours des défauts, rien n'est parfait, mais on peut espérer voir quelque chose comme ça, des résidus, si vous voulez, de la lumière de l'étoile, et puis la planète qui apparaîtrait ici. Donc ça fonctionne bien, ça a été notamment mis au point au LESIA et testé en laboratoire, vous voyez, on a développé des choses, et on atteint à peu près 100 millions de contrastes avec un tel système. Alors voilà un exemple, si vous voulez, obtenu en laboratoire, et puis en bas, ça c'est une image réelle obtenue sur une caméra infrarouge qui est installée à bord d'un satellite, j'y reviendrai, enfin d'un satellite d'un grand projet spatial, le JWST, et on a fait passer une source effectivement au centre d'un de ces dispositifs. Vous voyez qu'elle disparaît vraiment, vraiment complètement. Voilà, alors justement, dans l'espace, j'y viens. Donc, dans l'espace, on va utiliser cette technique de la coronographie, notamment avec le James Webb Space Telescope, lancé par la NASA, et qui est une collaboration où l'ESA, l'Europe, autrement dit, est extrêmement présente, a fourni deux instruments en tout cas. Et voilà, et on a installé donc de tels dispositifs dans une des caméras infrarouges réalisées en particulier en France ici. Et donc, voilà, et ces systèmes vont permettre de masquer donc la lumière d'une étoile. Voilà. Alors, ça, c'est dans un futur proche. Ce grand télescope, donc 6,50 m de diamètre, sera lancé dans un an maintenant, en octobre 2018. Et donc va permettre d'observer un certain nombre d'étoiles et donc, on l'espère bien, d'exoplanètes. Et puis au sol, eh bien, en fait, on n'est pas en reste. Il y a des progrès très très rapides. Et là, par exemple, vous avez l'image qui était connue déjà d'une étoile qui s'appelle Beta Pictoris, dont on voit en fait le disque de formation comme c'est une étoile extrêmement jeune, donc le résidu du disque de la formation de l'étoile, qui est émis en infrarouge en particulier, parce qu'il y a des poussières qui émettent en infrarouge. Et puis on a pu, grâce à ce genre de technique de coronographie combinée à d'autres, eh bien, en fait, observer donc en 2003, oui c'est ça, c'est bien en 2003, il se trouve qu'on ne l'a pas tout de suite vu, donc c'est quelques années plus tard en reprenant les données, mais qu'on a pu observer effectivement une planète autour de cette étoile. Et puis là, ce n'est pas une deuxième planète, c'est en 2010, on l'a vu réapparaître parce qu'entre les deux, la planète est passée derrière l'étoile, donc on ne pouvait plus l'observer. Il y a une prédiction qui a été faite, notamment c'est Anne-Marie Lagrange, donc de l'Observatoire de Grenoble, qui avait fait, disons, cette prédiction. On a travaillé avec elle et de fait, la planète est réapparue. C'était un superbe succès. Voilà. Alors, toutes ces techniques de détection directe, en fait, elles doivent se compléter. On ne fait pas juste masquer l'étoile, ça ne suffit pas. Il faut faire énormément appliquer des méthodes, ce qu'on appelle des méthodes différentielles. Différentielles, c'est-à-dire qu'on va chercher à faire, si vous voulez, de la double pesée. Finalement, ça revient à ça. Donc, on va faire de l'imagerie différentielle par rotation, c'est-à-dire que tous les petits défauts dus à l'optique, eh bien, si on fait tourner l'optique, ils vont tourner, mais pas la planète. Donc ça, on est capable mathématiquement de retrouver ce qui n'a pas tourné. On va faire de l'imagerie différentielle spectrale, c'est-à-dire qu'on va mesurer à une certaine longueur d'onde avec
on aurait par exemple, alors oui c'est peut-être un peu compliqué, ça c'est la décomposition de la lumière de la planète. On s'attend à ce qu'il y ait à cet endroit-là, en longueur d'onde, une raie d'absorption forte de l'ammoniac. Donc la planète serait caractérisée par une raie d'ammoniac, mais pas l'étoile. Et donc si on observe à plusieurs longueurs d'onde et qu'on fait les différences proprement, eh bien, on doit pouvoir faire apparaître beaucoup mieux la planète en faisant des différences. Et puis il y a aussi une autre technique, on fait de la spectroscopie, donc la décomposition de la lumière en tout point de l'image. Et il se trouve que lorsqu'on fait ça, les défauts, si vous voulez, dus en particulier à la turbulence à l'optique, eh bien, vont se comporter comme ça, c'est-à-dire en fonction de la longueur d'onde, ils vont donner cette espèce d'éventail, tandis que si on a une planète, ben, pas du tout, elle va donner, si vous voulez, ce qu'on appelle un spectre finalement tout à fait normal, et donc tout droit. Et donc on va distinguer la planète comme ça par rapport aux petits défauts qui sont ici. Voilà, donc je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est des techniques qui ont été mises au point dans les 10 ans précédents et qui fonctionnent très très bien. Alors, il y a un instrument donc qui a été complètement dédié à cette détection des exoplanètes, détection directe, donc où on peut voir effectivement la lumière des planètes, qui s'appelle SPHERE, qui est installé sur le Very Large Telescope européen, donc 4 grands télescopes, un de 8 mètres de diamètre au Chili, dans les Andes, et donc il n'équipe qu'un seul de ces télescopes, donc là une petite animation vous le montrer. Donc vous voyez, c'est un instrument extrêmement imposant, hein, si vous comparez aux 8 mètres ici de diamètre du télescope. Il y a beaucoup de fonctions, c'est complexe, c'est minutieux à utiliser. Bon, c'est passé un peu vite, c'est pas très grave, mais de toute façon, je n'allais pas vous le détailler. Et puis, c'est un instrument qui fonctionne remarquablement bien. Alors, par exemple, il a pu redétecter, parce qu'elles étaient déjà connues par une équipe américaine qui avait fait la découverte avant, 4 planètes, mais vous voyez avec quelle qualité autour d'une étoile en utilisant ces techniques de coronographie en particulier. Et puis il détecte aussi plein de disques protoplanétaires, justement. Voilà un très très bel exemple, et SPHERE a détecté énormément de disques, je ne sais plus à combien on en est, mais peut-être 25 ou 30 disques qui eux, ces images permettent de faire de la physique très fine finalement sur la formation des systèmes planétaires. Et puis j'ai le droit à un scoop. Donc un scoop, voilà pour vous. Donc vous ne tweetez pas, c'est ça. Je ne sais plus ce qu'il faut dire. On ne tweete pas. La planète. Alors je n'ai pas le droit de donner son nom. XX. Donc de SPHERE, très récente. Il y aura un communiqué de presse jeudi prochain. Et vous voyez, on la voit vraiment très 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 bien. Donc elle est détectée avec une séparation d'à peu près un peu moins d'une seconde d'arc de son étoile. On l'estime sa masse, vous voyez pour l'instant c'est pas très précis, entre 6 et 12 fois la masse de Jupiter, donc c'est une très grosse planète géante. Et puis avec un contraste qui est quand même assez important, un contraste qui est à peu près on va dire de 25 000 à peu près. Ça arrache, ça veut dire que c'est dans l'infrarouge proche. Et on a pu avoir des éléments de son spectre, de son émission propre, de l'atmosphère effectivement de cette planète. Et donc voilà, on commence à suspecter qu'il y a sans doute de l'eau et puis d'autres choses dans son atmosphère. Voilà. Alors enfin, j'évoquais la cohérence. Vraiment, la vraie cohérence au sens strict, eh bien, on peut l'exploiter, et ça, c'est plutôt de la recherche et développement en cours, ce n'est pas encore sur le ciel, mais là, c'est un joli projet. L'idée, c'est que, si vous voulez, si vous prenez la lumière de l'ensemble étoile-planète et que vous la faites interférer, faire des franges d'interférence. Alors bon, pardon pour ceux à qui ça ne dit pas grand-chose, mais en prélevant juste une petite quantité de la lumière de l'étoile, eh bien en fait, on peut montrer que seuls les petits défauts, si vous voulez, ce qu'on appelle les tavelures ou les speckles résiduels de lumière de l'étoile auront des franges d'interférence, tandis que la planète, elle, n'aura pas de frange d'interférence parce qu'elle est complètement incohérente avec la lumière de l'étoile. D'accord ? Donc on devrait s'attendre à avoir, si vous voulez, par exemple ici, c'est une simulation bien entendu, des petites taches qui n'ont pas ces effets de franges, ou si vous voulez, c'est une simulation plus, on
va dire, plus propre, c'est-à-dire où il y a absolument zéro défaut. Voilà, l'image de l'étoile aurait ces franges d'interférence, mais pas l'image de la planète. Et ça, voilà, on a des expériences en laboratoire qui commencent maintenant à très très bien fonctionner. On n'est pas encore sur le ciel, mais ça va être une méthode qui sera probablement ultra puissante et aussi si on peut l'appliquer notamment dans l'espace. Voilà. Alors, une quatrième propriété, il y en a 6, mais ça va, je vais tenir à peu près. La polarisation de la lumière. Là, ça sera très rapide et je ne vais pas rentrer dans les détails. La polarisation de la lumière, je vous l'ai dit, c'est que le fait que la lumière, on peut la décrire finalement par des vecteurs, donc le champ électrique et puis aussi le champ magnétique, et qui ont une direction très particulière. Et on peut mesurer cette direction avec ce qu'on appelle un polariseur. Il se trouve qu'une étoile n'émet pas de lumière polarisée, ou si elle en émet, c'est vraiment très 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 faible. Enfin, pour l'essentiel, une étoile normale, je dirais. Hein. On oublie les étoiles qui seraient dans un cocon ou autre. Tandis qu'une planète qui va recevoir la lumière de cette étoile et la renvoyer par réflexion ou diffusion vers l'observateur, eh bien, cette réflexion va polariser la lumière. Et l'idée, donc, c'est de dire, si on détecte la lumière, alors bien sûr, des deux va être mélangée, mais comme on a vraiment cette hypothèse forte que la lumière de l'étoile n'est pas polarisée, si on peut détecter un petit peu de polarisation, eh bien, même si elle est très très faible parce qu'on a mélangé les deux lumières, on pourra comme ça détecter une planète en tenant compte du fait que aussi ensuite il peut y avoir des mouvements périodiques qui permettent de vérifier qu'il s'agit bien d'une planète. Alors là, je ne rentre pas dans le détail de cet instrument. Il y a un instrument que nos amis suisses de Zurich ont mis au point. Il est un peu trop compliqué pour que je le décrive, mais qui permet de faire ces mesures avec une extrême précision en battant, si vous voulez, les fluctuations dues à l'atmosphère en allant très 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 vite. Alors avant-dernière propriété, la constance de la vitesse de la lumière. Vous savez que c'est quand même le premier grand principe de la relativité restreinte, mais ensuite, après ça, étendu à la relativité générale par Einstein, qui fait que, à cause de cet effet de constance de la vitesse de la lumière, eh bien, en fait, il y a des effets d'amplification gravitationnelle lorsque un rayon lumineux passe près d'une grande masse. Alors il est dévié, on le sait, mais en plus il y a un effet d'amplification de la lumière, simplement parce qu'il y a une espèce de lentille vraiment qui va concentrer vers l'observateur les rayons. Alors je vais passer là-dessus rapidement et en fait décrire un peu mieux les choses. Donc cet effet d'amplification, vous voyez, l'idée est là, c'est qu'on va avoir, alors imaginez que cette masse est ici juste au centre, on va avoir déflexion des rayons lumineux, et donc s'ils défléchissent, on comprend bien qu'ils vont se concentrer et donc augmenter l'intensité lumineuse de cette étoile qui est observée. Et donc l'idée, c'est que si on a un système d'une étoile avec une planète, avec un cortège planétaire qui va passer exactement sur la ligne de visée de cette étoile brillante lointaine, eh bien, on pourra voir cet effet d'amplification. Alors ça, c'est connu, c'est déjà observé couramment. On voit des effets d'amplification quand une étoile passe comme ça sur le trajet optique précis d'une étoile plus lointaine. Mais on a pu observer, si vous voulez, également l'effet d'une planète. Alors en gros, ce qu'on attend, c'est quelque chose, si vous voulez. Alors là, le mouvement, mais il est simplement que tout objet est en mouvement. Et puis, vous voyez ici la courbe qu'on attend de lumière finalement de cet ensemble. Bien sûr, on ne distingue pas la planète. Eh bien, on va avoir un petit effet dû d'abord au passage de la planète exactement sur le trajet optique. Et puis ensuite, le grand effet dû à la masse plus importante de l'étoile qui est ici, ce qu'on appelle l'étoile lentille. D'accord ? Et donc, ce phénomène a été parfaitement observé. Typiquement, c'est un effet fort, ce n'est pas un tout petit effet comme par exemple dans les transits où on mesure une toute petite variation. Non, là c'est vraiment des variations importantes jusqu'à un facteur 10 voire plus, et avec une durée aussi importante, typiquement plusieurs semaines, 70 jours en moyenne. Alors on observe des étoiles très très lointaines, typiquement vers le centre de notre galaxie, et puis on a les étoiles lentilles, bien sûr on va dire, ça ne marche plus vraiment. Oula, ça commence à baisser, c'est pas grave, à mi-distance. Donc ce sont des objets très 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 lointains, donc c'est un peu particulier comme méthode.
La technique, eh bien, on va surveiller des millions d'étoiles. Donc il y a des télescopes qui, tous les soirs, prennent le même champ stellaire. Ce sont des réseaux de télescopes. Donc là, vous voyez par exemple un de ces réseaux. Donc il y a trois télescopes bien répartis de façon à pouvoir suivre en permanence, quelle que soit finalement l'heure. Il y a toujours un télescope qui peut voir cette région du ciel. Et puis on cherche donc parmi ces étoiles. Donc si vous regardez bien, eh bien là, il y en a une ici, une petite flèche qui indique que cette étoile-là s'est mise d'un seul coup à briller un petit peu plus. Et donc on prévient tous les collègues et cette étoile va être suivie très très particulièrement pendant plusieurs mois. Alors ça c'est au sol, donc il y a un certain nombre de résultats. Et puis dans l'espace, eh bien, on peut espérer, donc ce n'est pas encore acquis, mais que le satellite Euclide qui a été décidé par l'Agence spatiale européenne, qui est en construction, mais qui est réservé pour l'instant pour faire de la cosmologie, donc observer des galaxies très lointaines, pourra faire en fait ce travail, mais beaucoup plus efficacement. Pourquoi ? Parce qu'il aura une qualité d'image bien meilleure. Donc on comprend bien qu'on pourra suivre, vous voyez, ça c'est le même champ vu depuis le sol, et puis là vu depuis l'espace. Et donc si on peut suivre très très finement la luminosité d'une de ces étoiles, vous voyez qu'on a donc l'effet classique, ça c'est dû à l'étoile, le passage de l'étoile, et puis ce tout petit sursaut ici qui serait dû à une planète. Et comme par hasard, ceux qui ont fait cette simulation, c'est bien entendu une simulation, ont pris une masse solaire comme notre Soleil, une masse terrestre comme notre Terre et une distance de 1 unité astronomique, c'est la distance de la Terre au Soleil. Donc ça veut dire que des terres, l'équivalent de notre Terre, pourraient être détectées par ce satellite. Maintenant, je ne suis pas sûr que la décision sera prise de se lancer dans ce type de programme. Je crois que c'est toujours en cours, en discussion. Voilà, et donc voilà le satellite en question avec plein de CCD qui permettent donc de mesurer un très très grand nombre d'étoiles simultanément. Alors, un exemple de résultat obtenu d'ailleurs par un des chercheurs ici de l'IAP, avec une équipe bien sûr importante, eh bien c'est cette étoile, enfin disons cet événement. Vous voyez la très belle montée et décroissance due à une étoile, et puis là le petit sursaut dû à une planète qui était en orbite autour de cette étoile. Et là, il n'y a aucun doute. On a des cas où si vous voulez, la dérivation est moins évidente, mais là, on a pu vraiment déduire qu'il y avait une planète très petite, 5,5 fois la masse de la Terre. Vous voyez une distance à peu près, on va dire, de l'ordre de grandeur, c'est l'orbite des astéroïdes, par exemple, à peu près, une période de 10 ans. Voilà, on a pu avoir cette information. Bien sûr, le défaut, c'est que cette information, c'est fugace. On a repéré ça, on a dit « Ah ben oui, il y a une planète », puis on ne peut plus l'observer parce qu'elle est extrêmement lointaine, et donc on ne peut plus espérer faire de mesures sur ce système planétaire. Et simplement, ça contribue à la statistique de ces systèmes. Et enfin, la dernière donc, propriété dont je vais vous parler, finalement, c'est la direction de propagation de la lumière. Finalement, une étoile, on la pointe dans une certaine direction, puis elle a une direction par rapport à d'autres étoiles. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'astrométrie, c'est-à-dire les mesures très très précises de position des étoiles. Et vous allez voir que, en fait, on va bientôt avoir beaucoup de résultats avec cette technique. Alors le principe, c'est toujours l'effet réflexe que j'ai décrit au début. C'est le petit mouvement de l'étoile dû au fait qu'il y a un système planétaire autour. Ce petit mouvement, on l'a tout à l'heure, on l'a analysé en vitesse. On regardait la vitesse de l'étoile vers l'observateur. Là, on va regarder le déplacement. Alors, d'abord, vous montrer un peu pour toujours mon même extraterrestre qui regarde le système solaire. Voilà ce qu'il verrait pour le déplacement du Soleil, si vous voulez, dans une espèce de repère absolu, avec l'effet maximum est dû à Jupiter, en fait, à la grande, on va dire la grande courbe. Là, en moyenne, c'est plutôt Jupiter, mais il y a l'effet des autres planètes qui intervient aussi. Et donc, ça se donne cette espèce de feston un peu compliqué. Voilà. Donc ça, c'est ce que verrait, donc je dis, un extraterrestre. Mais vous voyez que l'angle qu'on mesure ici était extrêmement petit. On va dire typiquement, c'est 500 microsecondes d'arc. Alors micro, ça veut dire un millionième. Ça, c'est s'il y avait par exemple juste Jupiter par rapport au Soleil. S'il n'y a que la Terre, il n'y a pas d'autres planètes que la Terre autour du Soleil, ça serait 0,3 microsecondes d'arc. Alors je rappelle, une seconde d'arc,
c'est typiquement la taille d'une image qu'on observe dans un bon site, vraiment un bon site. À Paris, on n'a pas ça, on a plutôt 3 ou 4 secondes d'arc pour la taille d'une image, d'une étoile. C'est dû à l'atmosphère. Donc c'est extrêmement petit, d'accord. Le déplacement qu'on veut mesurer il est bien plus petit que le spot de mon laser là, c'est absolument minuscule. Et bien pourtant c'est possible, ça paraît là aussi une gageure, mais c'est possible, et c'est en particulier possible grâce au satellite Gaïa. Un Gaïa qui a été lancé donc en 2013, en décembre 2013, eh bien, il mesure en ce moment sans arrêt, il accumule, je ne sais plus combien, depuis que j'ai commencé à parler, il a dû observer déjà 1 million d'étoiles peut-être, ou un peu moins, mais bon. Et donc, il mesure des étoiles sans arrêt, des positions d'étoiles, grâce à 2 télescopes qui visent avec un angle à 106 degrés. 106 degrés, c'est le nombre magique. Voilà. Et puis, ces 2 télescopes qui mesurent, qui visent 2 directions très différentes, mais ils recombinent leur lumière sur une seule gigantesque caméra qui est là. Et puis, Gaïa, eh bien, en fait, un mouvement un peu compliqué. Il tourne sur lui-même, vous voyez, et puis en même temps, il précesse, et en même temps, il tourne autour du Soleil parce qu'il est ce qu'on appelle un point de Lagrange. Donc en gros, il est lié, on va dire, au système de la Terre. Donc il fait aussi un tour en un an comme la Terre. Donc la combinaison de ces 3 mouvements, en fait, permet de couvrir l'entièreté du ciel. Tout le ciel est couvert par Gaïa. C'est-à-dire qu'il n'est pas gêné finalement par le Soleil parce qu'il pointe toujours dans une direction telle qu'à la fin, il arrivera toujours à couvrir, si vous voulez, complètement tout le ciel. Alors il y a des régions qui sont mieux couvertes que d'autres, mais peu importe. En moyenne, on estime que chaque région du ciel sera vue au moins 80 fois par Gaïa dans toute sa vie. Alors, ça, c'est pas la peine que j'en mette, donc ça c'est le mouvement. Et donc il est équipé d'une gigantesque caméra, donc 1,6 milliard de pixels, que ça. Et ça permet, si vous voulez, donc si vous regardez bien ici les étoiles, une étoile qui vient d'un télescope et une étoile qui vient d'un autre télescope, elles vont défiler sur cette gigantesque caméra CCD. Ça va permettre de faire une mesure ultra précise de la différence d'angle entre les 2 étoiles, parce qu'on connaît très très bien la différence des 106 degrés. Et donc, cette mesure, et en plus de ça qui est répétée, et puis cette étoile-là elle-même va être mesurée par rapport à une autre étoile, etc., etc. Donc on construit un gigantesque système de référence d'une précision absolument remarquable en observant 1 milliard d'étoiles. 1 milliard d'étoiles, c'est vraiment beaucoup, plus des quasars qui sont des objets particulièrement, on va dire, stables dans l'univers, parce qu'il est très très loin. Et donc on a ce référentiel ultra précis. Et du coup, l'effet réflexe, dont on parlait tout à l'heure, on peut le mesurer pour ces étoiles. S'il y a des planètes, on peut voir leur petit déplacement par rapport à l'ensemble de cette référence. Et on s'attend à la détection avec Gaïa de 20 000 planètes, plus des géantes et on va dire ce qu'on appelle des super-terres, probablement pas des terres, mais voilà. Donc un très 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 grand nombre de planètes seront détectées par Gaïa. Alors pour l'instant, il faut que la mission se termine pour pouvoir faire l'analyse complète des données, mais c'est très très prometteur. Alors, voilà, un petit bilan juste, finalement, de cette quête des exoplanètes avec les 6 méthodes exposées. Donc aujourd'hui, en tout cas ce matin, il y avait 3623 planètes découvertes. J'ai utilisé le site exoplanète.eu, qui est très à jour et qui est maintenu à l'Observatoire de Paris par Jean Schneider notamment, et qui est très visité, c'est certainement le plus visité des sites sur les exoplanètes. Et vous voyez qu'il y a ces planètes sont découvertes dans 2714 systèmes, c'est-à-dire que le système, c'est vraiment quelque chose d'important, je vais y revenir. Une immense variété des propriétés, là j'ai juste pris les planètes coraux, donc ça c'est si vous voulez, ce qu'on peut tirer finalement de cette analyse de toutes ces données. Les 37 planètes découvertes par coraux, si vous les reportez dans un graphique avec ici des coordonnées logarithmiques, par exemple le rayon de l'orbite, vous voyez là c'est 0,01 unité astronomique, 0,1, 1, etc. Alors Corot a découvert surtout des planètes proches de leur étoile, mais peu importe, vous voyez que ça couvre déjà un très grand domaine de rayon d'orbite, un très grand domaine de densité. Vous voyez qu'entre ces densités ici et ici, c'est très très différent. Aussi un grand domaine de taille, même s'il est moins évident. On a découvert surtout des planètes géantes, mais vous voyez des petites planètes comme Corot 7b qui est ici.
Et ça, c'est vrai si on prend, si vous voulez, l'ensemble des données observées, il y a une immense variété. Le système solaire, et on ne voit pas du tout nos reproductions du système solaire partout. Le nombre de planètes géantes peut être très différent. Il y a parfois des systèmes où il n'y a que des petites planètes. Par exemple, on a beaucoup parlé il n'y a pas longtemps de TRAPPIST 1, où il y a 7 petites planètes, grandes comme la Terre à peu près. Voilà, donc ça c'est vraiment premier résultat extraordinaire, c'est qu'il y a une diversité colossale. Et donc on essaie de comprendre finalement pourquoi cette diversité de tous les systèmes. Ensuite, les systèmes planétaires, vous voyez, Kepler a découvert un très grand nombre de systèmes. Depuis, il y en a certainement des nouveaux. Vous voyez, là, ça a été mis en image, donc c'est sympa comme truc. Donc on voit vraiment aussi la diversité de toutes ces planètes, une très très grande planète et une petite ici, avec des orbites très très différentes également. Donc ça aussi, c'est quand même un résultat très important. Le système planétaire, c'est vraiment la règle. Quand on ne découvre qu'une seule planète, c'est probablement qu'on n'a pas été assez sensible et qu'il y a très probablement d'autres planètes autour de cette étoile. Ce qu'on peut également conclure, c'est sur finalement les idées qu'on avait sur la formation des systèmes planétaires et des planètes sont finalement assez correctes, même si au début, lorsque Didier Queloz et Michel Mayor ont annoncé une planète qui était une planète géante très très proche de son étoile, 51 Pegb, donc on s'est dit c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça doit se former une planète géante, elle doit se former loin de son étoile. Alors on a compris du coup après ça, les théoriciens et même les théoriciens l'avaient prévu, mais ils n'avaient pas été tellement entendus, qu'il y a un effet de migration dans certains cas qui fait qu'une planète géante peut s'approcher de son étoile. Mais en gros, quand même, voilà, maintenant qu'on a beaucoup de résultats, on peut dire vraiment que les planètes telluriques de type petites planètes solides, sans grande atmosphère, se forment essentiellement à l'intérieur du système planétaire, à l'intérieur du disque, à l'intérieur de ce qu'on appelle la ligne des glaces, c'est-à-dire la région où il ne peut plus y avoir de glace parce qu'elles sont sublimées, parce que les glaces vont jouer un rôle très important, si vous voulez, pour la formation des planètes géantes qui sont, elles, essentiellement à l'extérieur. Donc on va former vraiment des planètes gazeuses géantes à l'extérieur de cette ligne des glaces et des planètes donc plutôt, on va dire, type Terre à l'intérieur. Et c'est en moyenne vraiment ce qu'on observe. C'est vraiment bien confirmé. Du point de vue des masses, ce qu'on observe, c'est deux populations, finalement, maintenant, c'est assez clair, deux populations distinctes. Des géantes, ça c'est sûr, c'est celles qu'on détectait au début. On pensait qu'il n'y avait que des planètes géantes, mais c'est pas simplement parce que les méthodes n'avaient été pas assez sensibles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un histogramme, c'est-à-dire ça donne le nombre de planètes qui se trouvent dans un domaine, on va dire, de masse entre, par exemple, ici, entre, je ne sais pas combien, 7 masses de la Terre et 10 masses de la Terre, etc. Donc on les groupe comme ça. Et donc on voit que les planètes géantes qui sont à peu près par ici, la masse de Jupiter, c'est à peu près par là, mais il y en a un certain nombre, certes, mais il y en a beaucoup moins que des planètes, finalement, qu'on connaît assez mal dans notre système solaire, c'est-à-dire des planètes un peu plus grosses que la Terre, ce qu'on appelle des super-terres, mais quand même un peu plus petites que Uranus-Neptune. Alors vous voyez, Uranus, par exemple, je l'ai reporté ici, il est à peu près ici, mais vous voyez qu'on a cette population très importante de planètes intermédiaires, finalement, entre, on va dire, la Terre et puis ces planètes moyennes que sont Uranus et Neptune. C'est vraiment la population de loin majoritaire. Voilà. Et puis, si on regarde les rayons des planètes, finalement, c'est logique. On trouve en gros le même résultat. Vous voyez qu'il y a beaucoup de planètes, on va dire, de taille entre la Terre et Neptune, et puis un certain nombre de planètes géantes, quand même, bien sûr, mais nettement moins. Donc on forme plutôt des planètes, je dirais, de petite taille, et même si on prolonge, parce qu'on n'a pas assez de sensibilité, je vous l'ai expliqué pour l'instant, pour détecter vraiment beaucoup de petites planètes, mais si on prolonge un peu les courbes, eh bien, vous voyez qu'on a envie quand même de faire monter, parce que là, simplement, on n'a pas été assez sensible pour détecter assez de planètes, mais probablement il y a vraiment beaucoup de petites planètes, au moins dans notre galaxie et probablement dans l'univers. Ça, je vais passer, c'est pas grave. Et puis, voilà, on a terminé. Qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent ou dans les décennies qui viennent? Un certain nombre d'instruments. Je vous ai parlé du James Webb Space Telescope, donc un télescope qui va certainement apporter beaucoup dans le domaine. Sphère, j'en ai parlé. Les instruments, je dirais, spécialisés, il y en a au moins 3 dans le monde pour détecter des exoplanètes et qui produisent beaucoup de résultats. J'ai évoqué effectivement Euclide, le satellite, Plateau, l'extrêmement large télescope. Donc voilà, là il y a un beau futur, je dirais, pour la quête
des exoplanètes. Et puis, bon, bien sûr, la question quand même que beaucoup posent, et beaucoup se posent, et les astronomes en premier aussi, est-ce que Épicure a raison ou pas? D'autres mondes avec des plantes et d'autres êtres vivants, certains similaires, d'autres différents des d'autres, doivent exister. Là encore, bon, une pensée quand même qui est vraiment impressionnante. On pense qu'on a d'ores et déjà les capacités techniques, alors bien sûr ça peut coûter beaucoup d'argent, pour au moins tenter de détecter la vie. On ne parle pas de vie intelligente pour l'instant, mais les conséquences d'une vie sur des planètes qui seraient dites habitables. Je vais juste revenir dans 2 diapos et j'arrêterai après. Vous voyez, si on compare par exemple ici Mars, Vénus et puis la Terre, vous voyez qu'il y a des choses qui sont très particulières sur la Terre. C'est cette présence ici d'oxygène due à la vie, non pas parce que la vie a besoin d'oxygène. Je rappelle, c'est quand même la fonction chlorophyllienne essentiellement, et puis la présence d'eau, et puis la présence de gaz carbonique, mais ça, les 3 planètes l'ont. Alors, il y a cette notion de zone habitable qui est devenue importante, c'est-à-dire en gros, pour qu'il y ait la vie, il doit y avoir l'eau liquide. On ne voit pas comment on peut faire des réactions chimiques, si vous voulez, dans de la glace. Ça ne marcherait vraiment pas du tout efficace. Il faut que les atomes et les molécules se rencontrent. Puis en phase gazeuse, c'est peut-être un peu plus facile, mais ça serait très difficile. Dans de la vapeur, disons, très très chaude, imaginez de la vie qui démarre, ce n'est pas évident. Tandis que l'eau est un solvant absolument extraordinaire qui a des propriétés remarquables, qui permet, si vous voulez, en gros, d'annuler les effets des forces électrostatiques et faire que les ions peuvent se rencontrer beaucoup plus facilement. Donc on définit la zone, si vous voulez, où de l'eau liquide peut survivre sur une planète autour d'une étoile. Alors si c'est une étoile très peu lumineuse, très froide, cette zone va être proche de l'étoile, puis une étoile au contraire très très chaude, cette zone va être beaucoup plus loin, c'est l'endroit où la température sera entre donc 0 degré, on va dire, Celsius, et puis 100 degrés Celsius. Alors c'est devenu vraiment bon, alors c'est très simpliste, mais puisqu'on se doute bien qu'il y a d'autres situations, par exemple dans le système solaire, Titan par exemple, ou d'autres pourraient finalement abriter la vie, pourquoi pas. Mais bref, c'est devenu un élément de quête. Et donc il y en a un très beau candidat dont vous avez peut-être entendu parler, Proxima Centauri b, la plus proche étoile finalement du système solaire. Eh bien, elle est petite comme planète, elle est dans la zone habitable et elle est proche, très très proche, donc c'est sûr que c'est un candidat qui est vraiment intéressant pour essayer d'aller plus loin. Alors elle est autour d'une étoile de très très faible masse. Vous voyez que la luminosité de cette étoile, c'est 1/1000 de la luminosité du Soleil, mais voilà, et du coup la planète en question est proche de cette étoile, mais peu importe, c'est dans la région, disons, dans la zone habitable. Alors peut-être la question ancienne d'Épicure, on commence, si vous voulez, on met des briques. Pour l'instant, il n'est pas du tout question d'imaginer que dans l'année qui vient ou dans même la décennie qui vient, on va annoncer la détection de la vie, mais disons, il faut construire patiemment, donc trouver des bonnes planètes, augmenter bien sûr les performances, et puis bon, peut-être qu'on pourra, en détectant un certain nombre de composants comme l'eau, le CO2 et puis certainement l'oxygène, et bien plus de l'énergie, peut-être donc mettre en évidence un effet analogue à la photosynthèse qui pourrait affirmer ou supposer avec force, disons, qu'il y a la présence de vie. Et donc, c'est sûr qu'elle soit fréquente ou qu'elle soit rare, si on arrive à faire ce genre de mesures sur un grand nombre d'étoiles, clairement, ça changera notre vision de l'humanité quant à sa place dans l'univers. Voilà, je vous remercie. Merci Daniel pour cette belle description et ce beau voyage à travers les exoplanètes. Donc, il est temps de questions, si vous en avez. Oui. Attendez, j'arrive avec le micro. Merci pour votre exposé. Vous avez beaucoup parlé de la diversité des planètes. Vous n'avez pas parlé de la diversité des étoiles qui... J'ai même sauté le seul qui pouvait parler de la diversité des étoiles, la seule diapo. Je
je peux y revenir. Oui, alors il y a une grande diversité d'étoiles, effectivement. Ce qu'on peut déjà dire, voilà, c'est cette diapo que j'ai sautée, si c'est lié à la diversité des étoiles finalement, c'est que si on regarde ce qu'on appelle la métallicité d'une étoile, c'est-à-dire la proportion d'éléments qui ne sont ni hydrogène ni hélium. Ça, on sait qu'il y a l'hydrogène et l'hélium dans toutes les étoiles. Et puis, si l'étoile est un peu ancienne, elle a pu, disons, oui, accumuler des générations précédentes d'étoiles des éléments beaucoup plus lourds, enfin plus lourds comme tout bêtement carbone, oxygène, azote, CNO, etc. Et donc, on peut mesurer ce qu'on appelle les métaux. Ça, on est désolé, les astronomes ont utilisé cette définition. Les métaux, c'est tout ce qui n'est pas hydrogène-hélium. Bon, c'est ridicule, mais c'est comme ça. Donc, on continue d'utiliser cette notion-là. Et ce qu'on a constaté, c'est que plus il y a de métaux, donc c'est ce qu'indique finalement cette quantité qui est là, eh bien, plus on a de chances de détecter une planète. On dit le nombre de planètes ici en fonction... donc c'est toujours ce qu'on appelle un histogramme, le nombre de planètes. Si on regarde des régions, des étoiles pour lesquelles la métallicité donc, est importante, ben on a beaucoup plus de chances de détecter une planète. C'est assez cohérent parce que s'il y a des métaux, ça veut dire qu'il y a beaucoup de poussière notamment. Ces poussières, si vous voulez, c'est une façon d'accumuler finalement les métaux. Et ces poussières sont à l'origine finalement des noyaux planétaires dans le scénario tel que je vous l'ai présenté. Donc c'est vraiment assez cohérent. Maintenant, c'est pas une image, en fait, pour les plus petites planètes, c'est plus tout à fait vrai, mais en gros, c'est vrai. Alors, bon, la variété, la diversité pardon, des étoiles, ben oui, on commence à voir des effets. Par exemple, TRAPPIST 1, que j'ai mentionné tout à l'heure, 7 planètes autour, que des petites planètes, et c'est une toute petite étoile. Bon, bah on se doute bien qu'il y a quand même une certaine cohérence là aussi, et que probablement quand la statistique des petites planètes augmentera, on trouvera sans doute une loi de ce style, et qui n'est pas choquante. Autrement dit que les petites étoiles vont plutôt former des petites planètes, et les grandes étoiles, les grosses étoiles, des plus grosses, notamment des plus grosses planètes. C'est vrai, par exemple, si on prend je ne vais pas montrer de diapo là-dessus, mais même les planètes détectées par Corot, on arrive à faire passer vaguement, si vous voulez, une courbe qui montre que les planètes sont plus grosses autour des plus grosses étoiles. Voilà ce que je peux en dire. D'autres questions? Oui. Bonjour. Donc, j'ai une question assez très grand public, je pense. C'est finalement maintenant on a une meilleure idée du nombre d'exoplanètes. On a un premier échantillon avec quelques milliers. Donc j'imagine qu'il y a des gens qui ont estimé le nombre d'exoplanètes totales qu'il y avait dans l'univers. Oui. Dans l'univers, voilà. Oui. Alors, je ne sais pas. Ou la probabilité pour qu'il y ait une planète autour d'une étoile. Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'on en a détecté dans la zone habitable que l'on imagine pouvoir aller visiter un jour dans un temps humain, en fait, ou un temps de l'espèce humaine. Bon, ok. Voilà, donc est-ce qu'on aura effectivement les moyens de prouver D'abord, expérimentalement que la vie que vous qui est éventuellement présente dans ces exoplanètes de la zone habitable, on pourra éventuellement un jour estimer pouvoir le vérifier? Le vérifier vraiment in situ. Bon, ça c'est un autre problème. Ok, alors d'abord, oui, les gens, maintenant, on peut faire des statistiques parce qu'on sait qu'on rate beaucoup de planètes. Par exemple, la méthode des transits est nécessairement, puisqu'on n'est pas forcément dans le plan, on en rate énormément. Et on estime vraiment qu'il y a à peu près sûrement au moins une planète par étoile. Au moins. Ça, c'est quasiment acquis, on peut le dire. Voilà, donc c'est vraiment la règle. Le système planétaire, disons au moins une planète et probablement des systèmes planétaires. Donc ça, c'est la règle. Ensuite, deuxième, oui, on a découvert maintenant, on doit être à peut-être une douzaine de planètes dans la zone habitable, essentiellement autour d'étoiles très froides, très petites, comme par exemple TRAPPIST ou celle que j'ai montrée tout à l'heure. Parce que c'est plus facile, si vous voulez, de les détecter autour de ces étoiles de petite masse, parce qu'elles ont une petite masse, parce que l'orbite est serrée, etc. Voilà. Alors, ensuite, on sait depuis peu, finalement, parce qu'il y a une mission qui va peut-être être lancée, en tout cas qui est à l'étude,
par un riche milliardaire russe là, qui veut renvoyer des petits vaisseaux minuscules poussés par des voiles solaires vers Proxima du Centaure, justement. Donc j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, et ça sera équipé de minuscules puces qui auront peut-être des caméras. J'en sais pas vraiment plus, donc peut-être qu'on aura une information. Elle sera très fugace parce que ça va passer à toute vitesse. Ces vaisseaux ayant la vitesse, un 20e, non, même pas, ou 20% je crois de la vitesse de la lumière à la fin. Donc ça va passer très 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 vite. Est-ce qu'ils verront grand-chose? Je ne sais pas. La visite maintenant d'une planète, c'est totalement, alors, mais totalement pour l'instant hors de portée de l'humanité telle qu'elle est. Maintenant l'humanité fait des progrès extraordinaires, il y aura peut-être des méthodes. Mais non, là, c'est vraiment... c'est beaucoup. Hein. Même que 4 années-lumière, c'est vraiment quand même très très loin. Là, cette mission, même si elle atteint, si ces petits vaisseaux sont un jour lancés et atteignent effectivement 20% de la vitesse de la lumière, ça va quand même mettre 20 ans pour arriver jusque-là. Ensuite, un certain nombre, 4 années-lumière pour envoyer l'information, mais 4 années, pardon. Voilà, mais c'est pas pour tout de suite. Déjà là, je pense pas que quelqu'un dans l'assemblée ici, même très très jeune, verra ça, mais bon, on peut très bien se tromper. Voilà. Question encore? Oui. Bonsoir, merci pour votre exposé. Vous avez évoqué avec Corot finalement une méthode de détection qui était biaisée vers les grosses planètes et proches. Est-ce qu'actuellement on peut supposer que l'histogramme que vous avez présenté reste encore très biaisé par la spécificité de nos méthodes de détection? Alors, justement, bon, ce que je n'ai pas mentionné, j'aurais dû, c'est que toutes ces méthodes, en fait, sont très complémentaires. Ils vont explorer des domaines, finalement, on va dire, de orbite et puis moins masse, mais au moins d'orbite, très différentes. Par exemple, l'astrométrie avec Gaïa, c'est plutôt les planètes les plus extérieures, parce que l'effet de bras de levier, si vous voulez, d'une planète va faire que le mouvement apparent de l'étoile va être plus important. Plus une planète est lointaine, j'entends. Donc Gaïa va certainement découvrir beaucoup de planètes géantes externes, on va dire. Alors que jusqu'ici, les méthodes de vitesse radiale ou de transit découvrent surtout des planètes géantes proches de leur étoile. C'est effectivement le biais que vous mentionnez. La détection directe, donc on doit avoir maintenant je ne sais plus exactement, une trentaine ou une quarantaine de planètes détectées directement, comme Beta Pictoris B que j'ai montré tout à l'heure. C'est essentiellement des planètes lointaines là aussi, parce que là vraiment c'est les conditions d'observation qui font que c'est difficile. Mais les deux commencent à se rejoindre. Les deux grands domaines, on va dire, commencent à se rejoindre, on commence à paver un petit peu presque tout cet espace. Alors effectivement, c'est plutôt les petites masses pour l'instant, on en a maintenant un certain nombre, mais probablement qui sont sous-échantillonnés, c'est un peu ce que je disais, quoi. On a envie de pousser les courbes là, de croissance pour dire qu'il y a probablement beaucoup de petites planètes. Ouais. D'autres questions? Oui, merci pour la clarté de votre exposé. Le terme habitabilité qu'on rencontre souvent dans la grande presse, évidemment, est source de confusion. Alors, il y a quelque temps, j'avais lu qu'il y avait un projet de remplacer le terme habitabilité par un autre terme, par exemple tempéré. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un consensus pour remplacer le terme, ou on utilisera toujours la notion d'habitabilité avec les confusions? Oui, non, mais bon, vous avez raison, il y a ce débat, effectivement, j'ai entendu ça. Il n'y a pas de décision, en tout cas, que je sache, prise, ce serait quoi, par l'Union astronomique internationale à la rigueur, mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi un petit effet, on va dire, un petit effet de presse. C'est sûr que les journalistes aiment bien pousser un petit peu à ça. Voilà, donc maintenant, effectivement, la zone habitable, je pense qu'elle a encore quelques années devant elle comme notion. Et en plus de ça, c'est vrai qu'elle est...
disons qu'au premier ordre, Alain, ça a du sens. L'eau liquide, ça a du sens. Mais on ne parle que de la surface, finalement. Et puis on peut très bien avoir des océans sous des croûtes, Encelade par exemple, où il pourrait y avoir la vie. Il y a de l'eau liquide sur Encelade, on le sait. Et pourtant, ce n'est pas du tout dans la zone habitable. Donc c'est sûr que cette notion doit être vraiment étendue. Mais bon, voilà, oui, zone tempérée, effectivement, serait le bon terme. C'est clair. Merci. Mais il n'y a pas eu de décision que je sache, en tout cas. Je ne sais pas qui la prendrait, d'ailleurs. Question encore? Peut-être j'ai une question, ça va être peut-être un peu plus une curiosité. Donc quand on parle d'étoiles et de formation stellaire, non, on parle souvent de la fonction de masse initiale, c'est-à-dire combien d'étoiles on forme à une masse donnée, au moment où on forme des étoiles, non? Combien d'étoiles on trouve à une masse. Est-ce qu'il y a un débat similaire pour la formation planétaire? Est-ce qu'on pense que dans chaque système planétaire, on s'attend à avoir en proportion la même fraction de planètes d'une masse donnée, ou est-ce qu'on pense que la métallicité, ou plutôt... Avec la métallicité joue un rôle, ça, on n'a aucun doute, justement. Donc c'était un peu ce que j'évoquais. Enfin, ça, c'est plutôt sur le nombre de planètes, on va dire. C'est vrai. Bon, il y a aussi maintenant, comme je le disais aussi, on a des cas où on ne observe que des toutes petites planètes autour de petites étoiles. C'est quand même, ça nous donne déjà une bonne indication. Alors, une statistique est faible, c'est clair. Mais oui, il y a il y a un certain nombre de chercheurs qui ont développé des modèles qui cherchent à simuler ce qu'on doit obtenir finalement, la formation, en mettant de la statistique, des choses qui varient, etc. Ils reproduisent à peu près ce qu'on observe, mais pas complètement quand même. Alors, oui, grosso modo, enfin, j'ai plus les choses en tête, mais en grosso modo, quand même, malgré tout, autour des grosses étoiles, on va former plus facilement des grosses planètes, ça c'est à peu près certain. Et puis, il y a plusieurs modes de formation de planètes encore, enfin, il y en a au moins deux. C'est-à-dire que les planètes relativement proches, on imagine que c'est vraiment plutôt le scénario finalement que j'ai décrit, ce qu'on appelle core accretion, c'est-à-dire accrétion sur un cœur. En fait, il y a un autre modèle aussi, mais qui est plus valide pour des planètes plus lointaines, qui est un modèle, si vous voulez, où c'est la turbulence qui va déclencher la formation de ces planètes. Et du coup, là, le spectre, ou la distribution, on va dire, des masses de planètes, serait pas le même. Donc, c'est un des tests, si vous voulez, que les gens regardent actuellement. Est-ce qu'on va pouvoir discriminer à quelle frontière un phénomène peut l'emporter sur l'autre, parce que ça va produire des distributions en masse des planètes différentes. Mais bon, pour l'instant, voilà. Oui, il y a des modèles. Les théoriciens ont mis au point des modèles, c'est sûr. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, oui. Je voudrais savoir si l'hypothèse de planète errante dans l'univers est une hypothèse sensée. Oui, elle est plus que sensée, mais on en a détecté. Alors, c'est vrai que je n'ai pas trop creusé la question, mais non, c'est très possible, puisque il y a des phénomènes d'instabilité dans tout le système planétaire. Un système planétaire, ce n'est pas un beau système, une belle horloge qui est née au départ, et puis toutes les planètes tournent sur leur orbite une fois pour toutes. On le sait pour le système solaire, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il y a eu des mouvements importants de Jupiter et de Saturne. Et à cause des effets de marée, des effets, disons, réciproques aussi, surtout des effets qu'on appelle ça de synchronisation, et ça peut produire de l'éjection de planètes. Donc on est quasiment certain qu'il y a des planètes qui ont été éjectées du système planétaire dans une certaine phase d'un système planétaire. Donc il doit y en avoir, oui, et on en a détecté, alors pas beaucoup, que je sache, j'avoue que je confesse un peu mon ignorance sur le nombre de planètes flottantes, on va dire, mais il y en a eu un très petit nombre, mais il y en a peut-être 2 ou 3, mais bon, voilà, je ne m'avance pas plus sur ça. C'est c'est plus que probable, c'est quasiment certain, on va dire. J'ai une autre question, est-ce que les mêmes techniques qu'on utilise pour détecter des exoplanètes pourraient servir à détecter des étoiles mortes, éteintes
Oui, sauf que là, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'une étoile morte, elle est quand même, malgré tout, une masse très très importante encore par rapport à une planète. Donc l'effet vitesse radiale, c'est comme ça qu'on a détecté effectivement beaucoup de systèmes binaires où il y avait une étoile, effectivement une étoile morte, comme vous dites, parce que l'effet est très fort. Et donc là, il n'y a aucun doute. On peut... Alors, maintenant, la technique des transits... Eh bien, je ne peux pas vous dire s'il y a eu des détections par cette méthode. Pourquoi pas, on pourrait, oui, c'est tout à fait concevable. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut remercier Daniel encore pour cette belle exposé. Et merci à vous tous pour avoir participé. Bonne soirée. Et merci à tous pour vos questions.